je suis très content de participer à cette journée. D'abord, même si je suis en visio, je suis très content de me retrouver au lycée Poincaré. Et donc, je vais parler durant ma présentation, durant cette communication, je vais parler de l'inspiration qu'a eu le domaine de l'intelligence artificielle, ou la robotique et la théorie de l'information, l'inspiration que ces disciplines ont pris à partir de l'enfance. Donc l'enfance qui a inspiré donc ces domaines. Je ne me suis pas présenté, mais donc mon nom est Pierre McConnelly et je suis chercheur à l'Institut Élie Cartan et à INRIA à Nancy. Et donc, je travaille en intelligence artificielle, mais plutôt du côté symbolique, manipulation de symboles et logique. Mais donc, de manière assez, en termes de cadre, on se place dans le domaine dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Et une définition assez vague pourrait être le fait de donner à une machine la possibilité d'effectuer n'importe quelle tâche comme un humain. C'est une conception assez anthropocentrique, mais c'est disons, un point de départ qui a souvent été utilisé. Et donc, il existe des machines qui marchent très très bien d'ailleurs, depuis ces dernières dizaines d'années, pour reconnaître un chat sur une photo. On donne à la machine une photo sur laquelle il y a un chat, et la machine reconnaît qu'il y a un chat et elle reconnaît également où est le chat sur la photo. Les intelligences artificielles peuvent également résoudre des problèmes complexes, surtout en termes de temps de calcul. C'est comme voir certaines machines comme des calculatrices qui calculent très très vite. Ils ne calculent pas forcément de manière plus intelligente que nous, mais qui calculent très très vite et des choses très répétitives qui nous ennuieraient beaucoup. Un troisième exemple, c'est la génération de texte, écrire une lettre d'amour par exemple. Ça, vous avez peut-être entendu parler de ChatGPT, un système de génération de texte qui produit des résultats assez bluffants. Mais bon, tout ça, ce sont des systèmes qui ont pour but de résoudre des problèmes assez Recording in progress. J'avais oublié d'enregistrer. Ça enregistre. Ah oui, d'accord, pas de problème. Oui, d'ailleurs, sur ce plan, je profite pour vous proposer, d'ailleurs, à tout moment de m'interrompre, si vous voulez bien, s'il y a quelque chose qui vous paraît flou, ou si vous voulez faire une remarque ou plusieurs, ou poser une question. Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre durant cette présentation. Et donc je disais qu'il existe donc des systèmes qui ont été conçus pour résoudre différents problèmes, des problèmes assez spécifiques. Et donc pour l'instant, on a des intelligences artificielles qui savent résoudre des problèmes, qui savent très bien résoudre des problèmes très spécifiques, mais une intelligence artificielle générale qui serait capable de résoudre, comme on peut le faire en tant qu'humain, résoudre un cadre très large de problèmes différents, ça c'est encore un problème de recherche ouvert. Et une possibilité pour approcher ce problème est de se poser la question de l'apprentissage, en particulier de l'apprentissage chez l'enfant. On aimerait bien apprendre, en quelque sorte, apprendre à une intelligence artificielle à résoudre ces problèmes. Et c'est ce qui se fait dans certaines de ces tâches. Lorsqu'on essaye d'apprendre à une intelligence artificielle quelque chose, on se pose la question des mécanismes d'apprentissage, puisque on cherche à les reconstituer d'une certaine manière. On cherche à les reconstituer soi-même
avec du code, en fait, avec une machine, avec un ordinateur. Et donc on se pose la question des mécanismes de l'apprentissage biologique, d'une part, et de la question de leur simulation dans une machine. Donc une première observation à propos de l'inspiration, puisque je m'intéresse à l'inspiration de l'intelligence artificielle. Les humains s'inspirent de la nature, et je pense que vous avez tous en tête certains exemples de ce qu'on appelle la bionique, c'est-à-dire le fait de s'inspirer de la nature pour créer des choses qui vont résoudre certains problèmes. Et là, j'ai produit une photo de la bardane, une photo au gros plan de la bardane, qui a permis à Georges de Mestral, dans les années 40, il me semble, d'inventer le scratch, les fermetures à scratch. Un autre exemple est celui de l'aviation. Dans cet exemple, oui, pardon. Non, il n'y a personne. Ah d'accord, j'avais un retour, pardon. Et donc, là, l'exemple là, que je donne dans l'aviation, vous pouvez voir sur cet exemple, là, le numéro 21, la machine volante du Gustav Whitehead, a des ailes, une queue, et ce qui est très réminiscent des oiseaux, en fait. De seconde observation qu'on peut faire est que les informaticiens s'inspirent de la nature. Les humains s'en inspirent, mais en particulier les informaticiens. Et là, je donne deux exemples, on pourrait en citer énormément, mais je donne deux exemples. Ici, à gauche, la formalisation d'un neurone de McCulloch-Epix en 1943, qui a donné lieu à des réseaux de neurones dont vous avez sans doute entendu parler, qui permet d'avoir un modèle mathématique du neurone biologique tel qu'il commençait à être étudié dans ses aspects dynamiques et relationnels dès le début du XXe siècle. Et à droite, j'ai reproduit une photo ici d'une antenne d'un satellite de la NASA qui a été généré grâce à un algorithme génétique. Alors donc vous voyez que la forme de l'antenne est tout à fait aléatoire, tout à fait discordue, mais en fait cette forme a été générée grâce à un algorithme dit génétique qui incorpore une conception aléatoire avec des notions de mutation et de reproduction de certaines solutions. Donc en fait tout ce principe engagé par Darwin, ce principe de l'évolution, ces idées de génétique ont inspiré certains algorithmes pour atteindre des solutions, pour arriver à générer des solutions de certains problèmes, dans des choses assez vagues. Et finalement, l'enfance est une source d'inspiration, comme on l'a vu durant cette journée. L'enfance s'étudie au moins depuis Aristote, et je peux aussi revenir au fait que la conception de l'IA, l'intelligence artificielle générale, est une conception très anthropocentrique qui met donc l'humain au cœur au summum, disons, des capacités qu'on cherche à donner à une machine, et tout cela nous amène à nous poser la question de la manière dont on atteint notre intelligence et comment aussi définir cette intelligence. Et ça, j'y reviendrai après. Pour résumer, en fait, on est dans une sorte d'une sorte de problème inverse. Certains chercheurs donc, cherchent à concevoir une intelligence artificielle ou un robot qui est intelligent, ça c'est un but possible, intelligent du moins, dont l'intelligence correspond à l'homme adulte, et pour ce faire, on peut essayer de s'inspirer du passage nouveau-né. Là j'ai mis nouveau-né, enfant et adulte, mais la séparation n'est pas forcément aussi discrète, et
parfaitement concevoir ça comme un continu, comme un gradient de la naissance, même avant la naissance, jusqu'à l'âge adulte. Et donc on pourrait essayer de reproduire cette évolution, ce développement, pour atteindre un certain but, un but qui est l'intelligence robotique, l'intelligence artificielle. Donc durant cette présentation, je vais proposer une réflexion sur le terme d'intelligence artificielle et le terme d'inspiration pour placer le cadre de mon étude. Et finalement, je vais essayer de répondre à la question sur l'inspiration, le fait que l'IA et l'intelligence artificielle est inspirée par l'enfance et de quelle manière. Je vais donner bien sûr quelques exemples d'inspiration, des exemples d'inspiration tels que je vais la définir. Donc, alors, comment est-ce qu'on peut comprendre l'intelligence artificielle? C'est un terme en deux mots. Je vais commencer par le plus facile, disons, à comprendre. Le fait que ce soit artificiel, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut définir par opposition à ce qui est naturel. Quelque chose qui serait construit par l'humain. Par contre, l'intelligence, c'est beaucoup plus compliqué à définir. Et au cours des siècles, les hommes ont cherché à apporter des critères pour essayer de définir l'intelligence ou essayer, par exemple, de différencier un individu intelligent d'un individu qui ne le serait pas. Ou différencier en cela, les exemples que je cite ici, en fait, sont inspirés des différenciations qui ont pu être faites entre l'homme et d'autres animaux, comme par exemple le fait d'avoir une âme. Mais en termes peut-être plus scientifiques, on a parfois différencié les hommes des autres animaux par leur capacité, comme l'utilisation d'outils ou la capacité à faire la guerre. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'au fur et à mesure des études, au fur et à mesure des études éthologiques et des études comportementales des animaux, on se rend compte qu'en fait, il est très très difficile de trouver des critères qui sont des critères pour différencier l'homme des autres animaux. Ça nous amène aussi à essayer de découvrir des critères pour différencier l'homme d'une intelligence artificielle. Et en fait, ce à quoi je veux venir, c'est qu'il existe différentes définitions de l'intelligence artificielle. Et en fait, cela dépend, il y a certains consensus, mais cela dépend aussi des domaines, des sous-domaines de l'intelligence artificielle qui sont concernés. Et là, je donne ici quelques exemples de définitions. Je ne vais pas forcément lire, mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces définitions font appel à la notion de comportement, la notion d'observation du comportement. Je dis par exemple, je vois ici par exemple dans la troisième définition de Guénéresseret et Nilsson, l'intelligence artificielle est l'étude du comportement intelligent. On voit aussi dans la première définition de Shapiro un comportement intelligent. Et donc en fait, ce sont déjà l'intelligence artificielle, on le voit déjà ici, s'inspire très fortement des thèses de Skinner, par exemple, du mouvement appelé le behaviorisme. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que parfois la notion de machine n'est même pas concernée, n'apparaît même pas dans la définition, et certains indiquent que étudier l'intelligence artificielle, finalement, c'est étudier l'intelligence en général, y compris l'intelligence des enfants, y compris l'intelligence des humains, et en fait, il n'y a pas d'aspect, c'est un aspect plutôt ouvert qu'est cette étude de l'intelligence artificielle.
Et donc, par exemple, je vous propose cette définition-là, je vous propose de prendre cette définition-là de Guinness-Serret et Nixon de 88, qui dit que l'intelligence artificielle, c'est une théorie, c'est en fait l'étude du comportement intelligent. Donc, notez que c'est l'étude du comportement intelligent en général, que ce soit naturel ou pas, dans le but de créer une théorie qui remplit deux fonctions: la description d'entités intelligentes, d'entités naturelles intelligentes, et un guide pour la création d'entités artificielles. Et donc on voit ici bien, j'ai choisi cette définition parce qu'on voit bien cette dichotomie entre cette dichotomie dans la notion d'intelligence artificielle entre l'inspiration de choses naturelles, d'entités naturelles, et la création d'entités artificielles. Donc, maintenant que j'ai parlé un peu d'intelligence artificielle, je peux parler d'inspiration. Et là, ce sera, j'espère, un peu plus simple à définir. Et j'ai repris une définition une définition du TLFI, qui dit que l'inspiration, c'est une influence donc exercée sur un artiste, un auteur, une œuvre, ou les idées et les éléments qui influent la création artistique, je rajoute ici scientifique, d'un écrivain ou d'un artiste. Donc je ne fais pas ici la distinction entre l'art et la science, et je considère que l'inspiration scientifique, c'est l'influence exercée sur le scientifique pour la création d'une théorie ou d'hypothèse. Et donc, même si cette définition est assez, je pense, facile à comprendre, d'un point de vue méthodologique, c'est assez compliqué à déterminer, puisque il est parfois très difficile de savoir ce qu'un auteur a lu, même si, je pense à correspondance de Flaubert, par exemple. On peut avoir beaucoup d'informations sur les lectures des auteurs, ou sur ce qu'un auteur a entendu ou vu, ou ce sur quoi il a discuté parfois avec d'autres auteurs. Et en fait, ces problèmes-là sont tellement difficiles que je les écarte totalement pour me simplifier la tâche, et je cherche les preuves explicites de l'inspiration scientifique. Et une proposition pour regarder cette inspiration est de regarder les marqueurs possibles. Donc, quels marqueurs y a-t-il de l'inspiration? On peut désigner certains marqueurs directs. Par exemple, la citation d'un auteur. Un auteur d'IA, un scientifique qui travaille sur l'intelligence artificielle, va parfois citer un autre auteur ou citer un ouvrage à propos de l'apprentissage ou du développement des enfants, à propos des enfants en général. Par exemple, Piaget a beaucoup été cité dans des ouvrages d'intelligence artificielle. J'y reviendrai un peu plus tard. Et également, même sans citer, la mention même de l'apprentissage ou du développement des enfants constitue, selon ce critère, un marqueur direct de l'inspiration. Il existe également des marqueurs indirects ou du design en robotique. Je vous montrerai quelques photos un peu plus tard, mais certains robots s'inspirent de caractères enfantins, notamment le caractère visuel enfantin, caractère facial. Il existe également des chemins de citation, c'est-à-dire le fait qu'un ouvrage en cite un autre, qui lui-même en cite un autre, qui lui-même en cite un autre, etc. Et des ouvrages qui sont des recueils des ouvrages d'intelligence artificielle, qui sont des recueils de différents articles, et parfois certains articles ne sont parfois pas
exactement sur l'intelligence artificielle, mais spécifiquement sur la biologie, sur l'apprentissage et le développement des enfants. Ça arrive, donc il arrive que dans certains ouvrages d'intelligence artificielle, il y ait un ou deux articles spécifiquement sur cela, avec peut-être peu de liens avec l'intelligence artificielle, mais dont le sujet principal est l'apprentissage et le développement des enfants. Ici, j'ai fait un petit schéma pour indiquer ce que j'entends par lien direct ou lien indirect dans les citations, les chemins de citation. Et donc, vous voyez que de gauche à droite, l'article 1 cite l'article 2, qui cite l'article 3. Entre l'article 1 et l'article 2, on a un lien direct, un lien de citation directe. Mais entre l'article 1 et l'article 3, l'article 3 qui a trait à l'enfance et l'article 1 qui a trait à l'intelligence artificielle, il n'existe qu'un lien indirect. Mais c'est un lien qui existe tout de même, qui est peut-être moins fort, là ça reste à analyser de manière spécifique, mais c'est tout de même un lien entre ces deux articles. Après, il y a d'autres citations, d'autres mesures plus fines, mais ça constitue un point de départ. Un point de départ qui lui permet, par exemple, de partir d'un ouvrage très important sur le développement de l'enfant, le développement de l'intelligence chez l'enfant, qui s'appelle La naissance de l'intelligence de l'enfant, par Piaget en 1936. Et j'ai regardé sur Google Scholar, qui répertorie, qui est une base de données en fait, d'articles scientifiques, d'articles et d'ouvrages scientifiques. Et en fait, cet ouvrage a été cité, j'ai regardé le 24 avril, donc il y a quelques jours, cet ouvrage a été cité 22 000 fois, et environ 4000 de ces citations sont des articles d'intelligence artificielle. Donc il y a 4000 articles d'intelligence artificielle qui, spécifiquement, qui ont un lien direct avec cet ouvrage spécifique. Donc ça constitue en quelque sorte un minimum, limite inférieure, sur le pourcentage de citations, enfin sur ces citations, sur les liens directs entre les articles d'intelligence artificielle et un article qui parle du développement des enfants. J'ai regardé également quelques ouvrages, dont un ouvrage assez important, l'ouvrage de Wang en 1919, qui parle de la définition même de l'intelligence artificielle, dans lequel l'auteur utilise, dans lequel l'auteur cite donc cet ouvrage de Piaget sur le développement de l'enfant pour aider à la définition de l'intelligence artificielle. Finalement, et ça j'y reviendrai un peu après, donc je suis tombé sur cet ouvrage de Guérin en 2011 qui s'intitule Learning like a Baby, a Survey of AI Approaches, c'est-à-dire apprendre comme un bébé, un survey, c'est-à-dire une étude des approches en intelligence artificielle. Et là, l'auteur n'a pas utilisé le terme apprendre comme un bébé, ne l'a pas utilisé de façon anodine. Et en fait, de même qu'il cite la naissance de l'intelligence chez l'enfant chez Piaget, cet ouvrage parle spécifiquement de cet apprentissage, le fait de pouvoir apprendre à une machine à apprendre comme un enfant et comme on le fait de manière naturelle. Alors je reste toujours sur Piaget et je ne l'ai pas présenté, mais de manière très, très succincte. C'est un biologiste, psychologue, logicien et épistémologue suisse qui a beaucoup publié au début du XXe siècle. Je parle aussi de Papert, qui est un pionnier de l'intelligence artificielle et de l'utilisation de l'intelligence artificielle en didactique, notamment avec des programmes dans les années 70 pour apprendre aux enfants à programmer durant lesquels pour apprendre en fait à programmer et leur apprendre le raisonnement logique,
ancien élève de Piaget et s'inspire énormément des thèses sur le développement de l'enfant de Piaget pour ses propres théories et pour interpréter ses propres observations des enfants face aux ordinateurs ou face à la programmation. Et je pourrais également parler de Pérez, qui s'en inspire également, chercheur en auto-organisation, en intelligence artificielle et plus tard en génétique. Et une idée très forte que ce dernier met en avant et que Piaget considère le développement comme un système dynamique en quelque sorte. Un système dynamique, parfois même avec un jargon ou un lexique qui vient de la mécanique, avec des notions d'équilibre et des notions de force, etc. Et donc, l'idée très novatrice et l'idée qui a beaucoup inspiré la recherche en intelligence artificielle est de ne pas regarder chez un individu, chez une entité d'intelligence à un certain instant, mais regarder l'évolution de cette intelligence au cours du temps, regarder la genèse de l'évolution de cette intelligence, l'évolution de certaines capacités cognitives, etc. Et par exemple, la différenciation des objets diffère suivant l'âge de l'individu, l'âge de l'enfant, avec au départ le fait que le nourrisson a une mémorisation l'on peut qualifier de globale d'une scène, sans forcément de séparation. Donc les choses sont vues, ce qu'il appelait les tableaux sensoriels sont vus comme un tout. Ce qui, en intelligence artificielle, a eu un impact sur des idées de fonctionnement associatif de la mémoire et l'idée de prendre en compte de manière importante le contexte. C'est-à-dire que si l'on voit le visage de quelqu'un, ce visage va être dans un certain contexte. Il va y avoir, disons, il va y avoir un salon, il va y avoir des livres peut-être derrière. Et le contexte, notamment dans des domaines d'intelligence artificielle, sur le contexte de manière générale, dans des tâches d'analyse automatique de la langue, permettent de différencier des interprétations différentes. Et là, je donne un exemple amusant de ce qu'on appelle un minograde, des phrases qui ont des interprétations, qui peuvent avoir des interprétations différentes et même des structures grammaticales différentes, comme j'ai vu un éléphant avec mon télescope. Est-ce que c'était moi en train de regarder l'éléphant à l'aide de mon propre télescope, ou est-ce que j'ai vu un éléphant qui m'avait volé mon télescope? C'est impossible de différencier, mais le contexte peut aider à différencier, sachant ce qu'est un éléphant, sachant ce qu'est un télescope, sachant par exemple que cet éléphant en particulier a des talents de kleptomanie. Et un autre point intéressant est la notion de causalité chez Piaget. Le lien, la découverte chez l'enfant, l'apparition chez l'enfant des liens entre une action et une conséquence. Et le phénomène de généralisation de ces liens. Et plus encore, et ça c'est quelque chose qui apparaît à un âge assez avancé, disons pas il me semble, si je me souviens bien, après 8 ou 9 ans, l'enfant est capable de gérer, de manipuler des suites d'opérations séquentielles. Donc pas seulement des suites d'actions de conséquences, mais des suites de plus de 3 ou 4 actions temporelles. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important en intelligence artificielle sur, alors d'une part, la faculté, la possibilité de manipuler des liens de cause à effet, de généraliser ces liens. Lorsque j'ai parlé d'intelligence artificielle symbolique, c'est ce sur quoi je suis amené à travailler, par exemple, en essayant de généraliser des règles, généraliser des syllogismes, comme le fait, par exemple, vous avez sans doute entendu ce syllogisme-là, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme.
Donc, Socrate est mortel. Ça, c'est une certaine forme de règle de logique que l'on peut généraliser et considérer de façon abstraite. Grâce à ces règles, on peut également planifier des suites de règles pour mener à bien une opération, et ça, c'est très important. Très important en planification robotique et en robotique industrielle pour être sûr que la machine va arriver au résultat escompté et de manière sécuritaire. Toutes ces considérations-là sont très importantes. Finalement, en termes de design, j'ai mentionné pour l'instant, j'ai considéré des liens directs, et j'ai mentionné certains liens indirects, comme les liens en termes de design, en termes de conception visuelle des robots, notamment les robots qui interagissent avec les humains. Et les robots que l'on appelle sociaux, donc qui interagissent avec ces humains, souvent ont des traits enfantins, des traits physiques enfantins, ce qu'on appelle la néothénie. Là, j'ai reproduit ici le robot Pepper d'Aldébaran, qui a un visage très simplifié, souriant, avec des yeux très grands par rapport à la surface de son visage, des yeux assez expressifs, que l'on peut rattacher à des traits enfantins, des traits dits néothéniques. Et en robotique, là, c'est plutôt, là, je reviens à une inspiration ici très explicite qui consiste à savoir si un robot, cette fois-ci pas seulement une intelligence artificielle, mais une intelligence artificielle dans une machine qui est dans un corps physique, donc qui peut interagir de façon directe avec son environnement. Donc la question se pose de savoir si un robot peut apprendre comme un enfant. Et ça, c'est ce qu'on appelle la robotique développementale, qui est un domaine non négligeable des mathématiques, de la robotique, qui regroupe 25 institutions internationales, 3 comités techniques internationaux. En guise d'exemple, j'ai reproduit ici le robot du projet Robot Cub, Cub qui signifie chiot, ou du moins un terme affectueux pour désigner une entité enfantine, donc un enfant. Et donc ce projet vise à étudier étudier et faire des expérimentations sur le fait de pouvoir apprendre à un robot à apprendre comme un enfant par des interactions spécifiques avec son environnement, par des fréquences d'interaction, par des jeux aussi, par de la manipulation plus ou moins fine, etc. Donc, en guise de conclusion, je pense avoir montré qu'à des degrés divers, l'intelligence artificielle est inspirée par la nature, et en particulier, certaines des branches que j'ai mentionnées s'inspirent du développement humain, s'inspirent de l'enfance. L'enfance en particulier, s'inspire de l'enfance, et en particulier du développement des enfants. Mais il faut tout de même, alors je tiens tout de même à faire une remarque que il me semble, cette réflexion n'engage que moi, je n'ai pas. Donc, d'après ce que j'ai vu lors de mes recherches, l'enfant est considéré de manière qu'on pourrait qualifier d'aristotélicienne dans le contexte de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'enfant est considéré comme une sorte de proto-adulte, c'est-à-dire que c'est une entité qui n'est pas encore adulte et qui atteint son degré ultime en quelque sorte, qui devient son entité pleine
une fois qu'il est adulte. Mais en tant qu'enfant, il est toujours incomplet. Et en fait, j'ai mentionné les biais anthropocentriques, la vision anthropocentrique de l'intelligence artificielle, mais peut-être qu'on pourrait également parler de biais anthropo-adultocentriques, c'est-à-dire de biais à la fois anthropocentriques, donc plaçant l'humain comme un but à atteindre, mais peut-être qu'on place l'humain adulte comme un but à atteindre. Et peut-être que c'est une manière, peut-être que c'est un biais, puisque les enfants ont des capacités supérieures, certaines capacités supérieures à l'adulte, notamment en termes de plasticité cérébrale, en termes de facilité d'apprentissage. Et également, ce qui est amusant, c'est le fait que les enfants ont des questions, parfois des questions philosophiques intéressantes, très intéressantes sur le monde, et une vision du monde particulière qui est très intéressante et qui, si l'on ne s'intéresse qu'à l'adulte ou si on ne s'intéresse qu'à l'enfant comme une entité qui va de toute façon atteindre l'âge adulte et qui atteindra son intelligence parfaite, en quelque sorte, je paraphrase, mais qui atteindra son intelligence parfaite à l'âge adulte, ça pourra peut-être, peut-être que l'on manquera des choses. Voilà ce que je veux dire. Finalement, ce qui est aussi intéressant, très intéressant à étudier, c'est le jeu qui est très important. Le jeu et la liberté de jouer, la liberté de prendre le temps d'apprendre aussi. Là, comme Véronique l'a mentionné, comme a mentionné la cité de Rousseau, le fait d'avoir le droit de prendre le temps d'être un enfant. Je me demande si on donne le droit aux intelligences artificielles d'avoir le temps d'apprendre, puisque souvent d'apprendre et de jouer, puisque très souvent les intelligences artificielles sont conçues comme des logiciels, comme des systèmes qui sont conçus dans le but de résoudre un problème, et très souvent on cherche à résoudre un problème de la manière la plus efficace possible. C'est-à-dire la manière la plus rapide, la manière la plus fine possible, etc. Et notamment la vitesse d'exécution des calculs, la vitesse de calcul est une mesure qui est extrêmement importante dans le domaine d'intelligence artificielle. Et c'est quelque chose qui peut-être nous fait perdre nous fait perdre l'importance de prendre le temps d'apprendre les choses, former des connexions entre les choses. Je vous remercie pour votre attention, je terminerai là-dessus et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois beaucoup de questions. Je pense qu'elles sont liées, mais peut-être pas nécessairement. Alors déjà, lorsque Aristote dit que l'art imite la nature et la parachève, donc il entend par là qu'un artefact, comme vous l'avez montré avec le biomimétisme, est à partir de la nature une tentative d'arriver à des effets qu'on veut produire, que la nature ne produit pas. Oui. Et posant cela, Aristote ajoute aussitôt que néanmoins, la nature reste supérieure à l'artefact, parce que l'artefact ne s'auto-répare pas, ne s'auto-entretient pas et ne se reproduit pas. Étant donné qu'un organisme vise lui-même, quitte à s'adapter, ce que ne fait pas l'artefact. L'artefact ne s'adapte pas. Et donc ma question, je pense qu'elle est liée quand même à celle-ci, est la suivante. Est-ce que l'IA comme artefact, c'est un code source, c'est une recette, un moyen en vue d'une fin, est-ce que l'IA n'est pas prisonnière d'une recherche d'ingéniosité
l'ingéniosité que, par exemple, Kant dissocie du génie, et le génie est cette compétence qu'a la nature, cette compétence qu'a l'enfant, d'avoir une vision directement, sans nécessairement passer par un rapport entre moyen et fin. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'en matière d'intelligence artificielle, on peut parler par exemple de scalabilité, est-ce qu'on peut parler de portabilité, c'est-à-dire, donc je définis ces termes, scalabilité, une montée en puissance, c'est-à-dire la possibilité à partir de certains schémas d'aller plus haut, plus vite. Portabilité, c'est-à-dire la possibilité, si on change un système d'environnement, de s'adapter à lui, ce que peut faire un enfant, ce que ne peut pas faire un code source. Et enfin, et là je pense au grand mathématicien qui s'appelle Grothendieck dans Récolte et Semaille, qui dit que sa compétence à lui de mathématicien, c'est de retrouver à volonté son enfance, comme le font d'ailleurs les artistes, c'est-à-dire d'être génial lorsque l'ingéniosité est insuffisante. Alors comme j'ai posé plusieurs questions, je vais les résumer à une seule. Est-ce que ce qui bride actuellement l'intelligence artificielle, ce n'est pas cette difficulté pour l'artefact d'être un organisme? Je pense que j'ai résumé la question. Oui, c'est une excellente question, merci. Alors, effectivement, c'est vraiment, je pense que c'est là le cœur du problème en intelligence artificielle générale, c'est que effectivement l'intelligence artificielle est pour l'instant manque énormément de cette scalabilité, de cette portabilité, du moins de manière générale. La scalabilité en termes de puissance de calcul, en termes de rapidité de calcul, fonctionne, elle existe, mais la scalabilité en termes par exemple, d'environnement qu'il est possible de prendre en compte, qui rejoint la portabilité et l'adaptation à l'environnement. Ce sont vraiment des questions qui sont au cœur de l'intelligence artificielle et qui, il me semble, n'ont pas encore de réponse, n'ont toujours pas de réponse définitive. Et l'espoir qu'ont notamment les connexionnistes ou qu'ont eu les cognitivistes est d'arriver à comprendre, d'arriver à comprendre cette intelligence naturelle, cette intelligence naturelle de l'humain, afin de pouvoir la reproduire et afin de pouvoir donner à un artefact cette possibilité de se reproduire, cette capacité supérieure en fait qu'a la nature. Il y a eu certains. Alors, mon impression personnelle est que les tentatives qui ont été faites pour de la reproduction, par exemple, à un code source sont extrêmement limitées et sont assez factices, en un certain sens. Parce qu'il existe des codes sources qui se modifient suivant le contexte. Il peut exister des codes sources qui vérifient, par exemple qu'un ordinateur est sur Windows ou un ordinateur est sous Mac ou sous Apple et qui n'aura pas le même comportement suivant cela. Mais ces comportements, j'ai l'impression, sont toujours très limités et ont toujours un certain but à résoudre. Alors que
pouvoir, d'ailleurs, le fait de pouvoir revenir à cette enfance, de pouvoir redevenir génial, je ne pense pas qu'elle existe déjà. Je ne pense pas qu'elle existe encore en intelligence artificielle, puisque même s'il existe des courants, enfin, il existe beaucoup de courants différents sur ces approches. Je pense par exemple à la créativité automatique, qui étudie la créativité et donc qui se place qui essaie d'étudier les mécanismes de la créativité chez l'artiste, chez l'écrivain, je pense que en ce sens, ces domaines-là s'intéressent au génie humain, mais je ne sais pas s'il existe une solution générale. C'est encore une intelligence artificielle qui est bridée par son contexte, qui est vraiment fermée. Et cette notion de fermeture évoque également le fait que certains chercheurs en IA s'attendent à ce que au cours de l'augmentation des capacités, de la montée en puissance de l'intelligence artificielle, il arrive à un moment, il arrive à un point où cette intelligence artificielle dépasse, un point où cette intelligence artificielle sera capable, il arrivera à un point où elle sera capable de créer elle-même, de se reproduire, donc de créer non pas une copie d'elle-même, mais une copie dont les capacités seraient supérieures, ou du moins différentes. Et c'est ce qu'on appelle, ce point temporel, ce point historique, disons, qui n'est pas encore arrivé, et qui n'arrivera peut-être pas, s'appelle donc la singularité, ce qu'on appelle la singularité. Et donc, à ce moment-là, on peut s'attendre à ce que ce dépassement d'intelligence ou de capacité lors de la reproduction fasse être une croissance exponentielle en fait, de cette intelligence, puisque à chaque répétition, la progéniture sera plus intelligente et la progéniture sera plus intelligente, etc. Et on augmentera l'intelligence jusqu'à atteindre nos rêves les plus fous, mettre notre esprit dans une machine, des genres de choses assez utopiques. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Moi, la question que je me pose, est-ce qu'un jour, on ne risque pas de ne plus contrôler l'intelligence artificielle ? Pardon, de ne plus quoi ? Contrôler l'intelligence artificielle. C'est un peu ce que vous veniez de dire à la fin du... Oui, la fin du contrôle est assez effrayante en termes de... pour moi, mais c'est un problème qui est considéré par les chercheurs en éthique de l'intelligence artificielle. C'est un problème qui est considéré par les concepteurs d'intelligence artificielle pour savoir comment créer des méthodes. Par exemple, il existe plusieurs solutions possibles en fait. Je peux en citer deux. Le fait d'inclure un bouton stop dans l'intelligence pour l'arrêter complètement, et le fait de brider l'intelligence en essayant l'intelligence de cette intelligence artificielle, en essayant de l'empêcher d'atteindre justement cette possibilité de se reproduire. Certains pensent que ça n'arrivera. Certains pensent que ça n'arrivera jamais, pour des raisons mathématiques, pour des raisons de paradoxes, paradoxes type Barbier. Il y a une certaine référence automatique, c'est-à-dire en dehors de l'aspect naturel, le fait qu'une machine puisse
s'écrire elle-même en utilisant la même syntaxe, par exemple, en utilisant la même syntaxe que celle dans laquelle elle est écrite, pose des problèmes paradoxaux, des problèmes de paradoxes logiques, liés par exemple au théorème de Gödel, ou des théorèmes d'impossibilité, ou des théorèmes de Russell. Mais d'autres pensent que, en fait, l'absence de contrôle de l'intelligence artificielle a déjà eu lieu, en fait a déjà lieu, et nous ne contrôlons déjà plus l'intelligence artificielle. Je m'explique peut-être avec quelques exemples. L'exemple des systèmes de recommandation, notamment sur YouTube ou sur Twitter. Donc si vous allez sur YouTube, vous allez être confronté au résultat d'une intelligence artificielle, ou sur Facebook par exemple. Vous allez être confronté au résultat obtenu à la place, obtenu grâce à une intelligence artificielle. Et vous allez avoir des recommandations de vidéos à voir, des recommandations de choses à regarder. Donc, Twitter ou Facebook va vous dire, étant donné votre historique, étant donné ce que vous avez déjà regardé, vous allez sans doute être intéressé par cette vidéo. Alors, par exemple, en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos de jardinage. Facebook et Twitter me proposent des vidéos de jardinage. Et donc, je n'ai absolument, mis à part ce contrôle qui n'est pas implicite, ce contrôle qui dépend de mon comportement, mais mis à part ce comportement, je n'ai absolument aucun contrôle sur les recommandations qui sont faites, sur cette utilisation de l'intelligence artificielle. Je n'ai absolument aucun contrôle sur... je dis absolument, mais en fait, il y a certains paramètres sur lesquels on peut jouer, mais tout cela, l'accès à ces paramètres dépend des choix que font Facebook, que font YouTube. Et donc, en ce sens, je pense que nous n'avons pas de contrôle de l'intelligence artificielle. Oui, en ce sens, oui. Et donc, c'est bien sûr l'absence de contrôle avec une intelligence artificielle unique ou unifiée, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais ces systèmes de recommandation, par exemple, je cite ça parce que je m'en ai entendu parler, j'ai étudié ces systèmes, mais c'est je pense, un risque qui est déjà, auquel on est déjà confronté. D'autres questions? Une remarque sur le contrôle de l'intelligence. On n'a pas de contrôle non plus de l'intelligence naturelle. Et en fait, l'intelligence naturelle mène les gens à utiliser des moyens extraordinaires pour tuer un nombre incalculable d'êtres vivants, pas seulement des êtres humains. Et donc ça, le problème se pose aussi sur l'intelligence humaine. Mais l'homme est naturellement bon, pas la même chose. Donc je ne suis pas sûre que ce soit plus dangereux. Alors c'est vrai, je pense que la dangerosité de l'intelligence artificielle est plutôt en termes de ses compétences de calcul très fortes, ou du fait qu'elle est, ou du fait qu'elle est très implantée absolument partout. C'est-à-dire que tout le monde a une machine sur soi, presque tout le monde a une machine sur soi qui est dans laquelle il y a de l'intelligence artificielle. Il y a des systèmes de recommandation, il y a des systèmes qui sont liés à des supercalculateurs de Google, ou à des systèmes qui résolvent des problèmes. Donc ça, c'est un problème. Et en fait, la capacité qu'ont les humains, la capacité qu'ont les humains à tuer de manière extrêmement créative, à faire souffrir de manière extrêmement créative, c'est également, ça pourrait être un problème si nous
si nous arrivions à créer des IA qui résonnent comme les humains. Et ça pose, je pense, des problèmes du point de vue, des problèmes de loi, puisque en ce qui concerne les humains, nous sommes en société, nous avons des pressions, donc nous avons des pressions sociétales, des pressions en termes sociaux. Nous avons également la pression des lois et l'intelligence artificielle n'a pas forcément le même degré de pression en termes de loi que nous avons. Et l'intelligence artificielle n'a pas non plus les mêmes pressions en termes sociaux que nous avons. Ça, en robotique sociale, ce sont des problématiques très importantes. Ce sont des problématiques, puisque même par accident, en fait, un robot peut blesser, voire tuer quelqu'un, surtout dans des lieux très fréquentés, ou dans des lieux dans lesquels les personnes sont en contact avec des robots qui ont la capacité physique, la potentialité physique à blesser ou tuer des personnes. S'il n'y a plus d'autres questions, peut-être clore la journée. Merci beaucoup. Dire un mot. Écoutez, merci beaucoup pour cette journée et ce programme très pluridisciplinaire. C'était le titre, et on a abordé de la littérature, de la philosophie, de la didactique, de la sociologie, de la robotique. Et là, on est vraiment sur, toutes les dimensions actuelles de la recherche sur l'enfance et sur les enfants. Et c'est quand même une belle journée, me semble-t-il, qu'on a passé ensemble à aborder ces questions. Peut-être que c'est à renouveler. Peut-être que c'était un galop d'essai, mais peut-être que ça peut être l'occasion de renouveler l'initiative de manière à continuer ces réflexions, peut-être avec d'autres dimensions, peut-être sur des dimensions similaires, et puis le croisement aussi des différentes approches, puisqu'on voit bien quand même que derrière ça, la question de la place de l'enfant dans la société, la question de la... Est-ce qu'on est du côté de l'inné, du côté de l'acquis, où en sont l'évolution de nouvelles sciences aussi, parce qu'on n'a pas parlé de neurosciences, mais on aurait pu aussi l'aborder aujourd'hui. Et je crois qu'on a aussi comme ça des disciplines qui sont en pleine émulation, et ça, c'est quand même intéressant que les vieilles disciplines puissent aussi s'en inspirer et puis continuer à explorer quelque part aussi les nouveaux apports scientifiques que l'on peut avoir sur l'enfance. Merci donc à toutes et tous. Merci aux communicants, merci aux participants. Et à bientôt. Et donc à bientôt. Merci. À bientôt. Merci Morningstar. Au revoir à tous. Merci aux conférenciers, merci à ceux qui ont fait les sandwichs, Ah oui, merci oui. à ceux qui ont manipulé La les technique. mots. Je trouve que c'est vrai, ce qu'on disait, ça pose plus de questions que ça ne donne de réponses. c'est ça. Il faudrait peut-être prolonger les questionnements. Mais effectivement, ça ouvre des voies, ça donne aussi beaucoup d'idées. Comme tu dis, c'est un galop d'essai, et je pense qu'il faut confirmer ce genre de... On voit bien qu'il y a des initiatives qui sont prises et tout à l'heure on parlait à la pause de l'éducation nationale qui fait travailler les élèves de l'école élémentaire sur des tablettes avec sur des applications qui sont développées par des startups qui ont pour but de mesurer la vitesse et la rapidité de réponse des enfants, les mécanismes d'apprentissage, etc. On voit bien que tout ça se fait avec le logo éducation nationale sans aucun problème, ça rentre dans les classes, personne ne dit rien, la posture éthique, personne ne l'interroge beaucoup.
Voilà, donc il y a quand même des questions intéressantes. Là, le département de la Meuse développe les supercodeurs. Donc, pour ceux qui feraient de la recherche sur ces questions, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe. Moi, on m'a demandé d'y aller, mais le département recherche 150 animateurs de la journée pour apprendre aux enfants à faire du codage. Donc les enfants vont être dans un gymnase pendant toute une journée, ils vont apprendre à faire du codage. Donc voilà, tout ça c'est intéressant, c'est stimulant, mais qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce qu'on va, comment ça va s'insérer avec les nouvelles disciplines aussi, parce que si toutes ces disciplines-là rentrent dans l'école, c'est sans doute aussi au détriment d'autres. Donc qu'est-ce qui va disparaître, qu'est-ce qui va entrer dans l'école? Bon, il y a des choses quand même assez intéressantes à... Parce que je suppose que si on